Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment refactorer du code afin de répondre à des contraintes architecturales. Et nous allons notamment voir la notion de fat model. Notons que jusqu'ici, le code que nous avons écrit fonctionnait. La notion de refactor d'un code, c'est de simplement écrire du code qui est plus optimisé. Un code refactoré ne va pas offrir de nouvelles fonctionnalités. Par contre, il va offrir, par exemple, un code plus maintenable, plus lisible. L'idée lors du refactor est de vraiment aider les développeurs, par exemple, à pouvoir réentrer dans leur code ou à des développeurs qui n'auraient pas créé une application de pouvoir très vite comprendre un code, savoir où aller pour trouver certains types de code. Voilà, nous allons voir une application de refactoring ici pour une API qui a été faite en Express. Lorsque l'on souhaite optimiser un code, il faut toujours se poser la question de qu'est-ce qu'on cherche à faire. Une fois que les objectifs sont clairs, nous pouvons ensuite passer à l'identification d'une architecture qui répondrait à ces objectifs. Dans les RESTful API que nous avons développés au cours de ces vidéos, nous avons, dans un premier temps, pas du tout pensé à l'aspect persistance des données. Et puis, dans le dernier développement de l'API, nous avons décidé de sauvegarder les ressources dans des fichiers JSON. On peut très bien sentir que plus tard, on risque de vouloir aller vers une véritable base de données pour accéder, créer des ressources. Et donc, un des objectifs qu'on se fixe dans ce cours, c'est de pouvoir changer la couche d'accès aux données sans devoir toucher à l'aspect présentation de notre application. L'aspect présentation étant tout ce qui est en interface directe avec les requêtes des clients, c'est-à-dire la réception des requêtes et tout l'aspect renvoi de réponse aux clients. Et donc, c'est lors de la réponse aux clients qu'on va notamment présenter les ressources au format JSON. Si l'on devait découper notre application en différentes couches, on n'a pas énormément de contraintes du lieu où doit se trouver le code qui donnera la logique de l'application. Néanmoins, on préfère ajouter un maximum de la logique dans la partie qui va offrir les opérations sur les données. Et cette partie qui offre donc la logique en termes d'opérations sur les données, c'est ce qu'on va appeler le modèle. Et on va l'appeler fat model parce que la grosse majorité de la logique de l'application se trouvera dans le modèle et entièrement dans le modèle. Voilà, sur base de ces objectifs, voilà ce que ça va donner l'architecture de nos API pour la suite du cours, en répondant aux objectifs qu'on vient d'identifier. Donc, je répète ces deux objectifs. L'un qui est de pouvoir mettre à jour la couche d'accès aux données sans devoir toucher à l'aspect présentation de ces données. Et puis, le fait d'avoir un modèle qui contient quasi toute la logique de l'application et donc toutes les opérations sur les ressources, ainsi que l'accès aux données. Voilà comment ça se passe. Donc du coup, le routeur qui est dans le dossier route de nos applications Express, il va prendre le rôle de contrôleur. En gros, c'est lui qui va répondre aux requêtes des clients. Par exemple, ici, on a une requête pour lire toutes les pizzas. Il va faire appel aux opérations qui sont dans le fat model, par exemple l'opération de lire ici toutes les pizzas.
Et puis, on aura l'aspect service, l'aspect de réellement faire les accès aux données qui seront aussi faits par notre modèle. Et donc, ça, c'est toutes les opérations CRUD, Create, Read, Update and Delete, où soit les données seront dans des fichiers JSON, peut-être plus tard dans des bases de données. On a vu au début du cours qu'on pouvait aussi avoir les données dans la mémoire vive via des variables. Et donc, une fois que le FAT modèle a réalisé les accès aux données, eh bien, il va retourner un objet JavaScript au contrôleur. Par exemple, dans le cadre de l'opération de lecture de toutes les pizzas, ce sera un tableau d'objets. Et puis ensuite, notre contrôleur qui s'occupe en fait de faire la couche de présentation, il va renvoyer une représentation des ressources au client. Dans ce cas-ci, ce sera donc un tableau d'objets au format JSON. Pour tous les nouveaux projets qu'on va créer, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, on va utiliser le boilerplate du cours pour bénéficier donc d'outils de développement modernes, notamment le linter, le prettier, NoDaemon, etc. On va donc cloner ce projet dans un répertoire au sein de notre workspace Pizza API. J'ai fait une petite erreur, je n'étais pas au bon endroit. Ça, c'est à faire dans le répertoire des mots. Alors, pour rappel, vous devez toujours éviter d'avoir un guide dans le Git. Normalement, le workspace de vos projets, si vous avez respecté ce qui est proposé dans la partie 0 de ce cours, où vous mettez tous vos projets dans un web repo, eh bien, vous devez éviter d'avoir des guides dans le Git. Et donc là, vous pouvez faire clic droit, Reveal in File Explorer et effacer la base de données des changements afin d'avoir un seul Git au niveau ici du répertoire qui contiendrait votre workspace et donc tous vos projets. Alors, ce boilerplate, il contient déjà notre routeur de pizza. On peut voir ici que le code a été bien formaté à l'aide du linter. Notamment, on n'a plus des var ici, on a des consts. L'idée maintenant, c'est de prendre le code de ce routeur qui contient et de la couche de présentation, le fait de parser des paramètres. Ça, c'est la couche de présentation. Le fait de renvoyer des données au client, c'est aussi de la couche de présentation. Mais tout le reste, eh bien, c'est des choses qu'on va vouloir, toute la logique, mettre dans le modèle. Et donc, on va créer un modèle ici qu'on va appeler pizza.js. Dans ce modèle, on va mettre tout le code qui donne accès aux opérations sur les ressources ainsi que le fait de directement toucher aux données. Et donc ici, on voit qu'on a notre tableau par défaut. Et puis, pour la lecture des pizzas, eh bien, on a une fonction qui permet d'offrir la lecture de toutes les pizzas, donc le menu en fait de la pizzeria, avec un paramètre pour savoir si on doit trier ou pas, par ordre ascendant ou descendant. On a la fonction pour lire une seule pizza, une fonction pour créer une pizza, la fonction pour générer un identifiant, pour effacer une pizza sur base d'un ID et pour mettre à jour une pizza.
ensuite, on va exporter toutes les fonctions de notre modèle et comme ça, notre couche de présentation, notre routeur va pouvoir bénéficier, faire appel à ces opérations. Nous allons donc devoir mettre à jour maintenant notre routeur pour faire appel à notre modèle. Donc là, je vais directement mettre à jour tout ce code. Vous voyez que dans un premier temps, on vient importer toutes les fonctions du modèle et puis on a mis à jour chacune des routes de notre API pour faire appel à la fonction du modèle utile. Ici, pour lire toutes les pizzas. Ici, pour lire une seule pizza selon l'ID qui est mis dans le paramètre de la route. Ici. Pour créer une pizza, eh bien, on va ici avoir la fonction qui permet de créer une pizza. L'aspect parsing et validation des données d'entrée, donc vérifier que le contrat de l'API est respecté. Est-ce qu'on a bien reçu les paramètres? Est-ce que les paramètres ont un certain type ou une certaine longueur? Ça, c'est vraiment ce que va faire notre couche de présentation, donc notre routeur. Le modèle, lui, il s'occupe de tout l'aspect logique de l'application. Donc tout ce qui est code d'erreur, qui est donc des choses qui appartiennent directement à la couche de présentation, seront aussi gérées dans le routeur, puisque un code d'erreur, c'est vraiment une info qui est directement en interface avec les clients qui font leurs requêtes. Pour effacer une pizza, on appelle maintenant la fonction delete one pizza. Et pour mettre à jour, eh bien, on va appeler la fonction de mise à jour d'une pizza. Vous voyez que maintenant, le code du routeur est beaucoup plus concis, beaucoup plus clair. On sait ce qu'on fait. En fait, on a quelque part documenté le code de manière implicite en faisant appel à des fonctions qui recoupent tout un tas d'opérations. Si par exemple, je vais voir ici update one pizza, eh ben, je peux avoir tout le code directement associé. Une fois que tous ces changements sont faits, on va tester notre API. Pas oublier de tout sauver, bien sûr. Et on peut démarrer l'API. Alors bien sûr, pas faire comme moi, il faut d'abord aller dans le répertoire et ne pas oublier qu'il faut d'abord installer les programmes. Et puis une fois que tout sera installé, on peut lancer notre application avec npm run dev si on veut utiliser nos daemons. Et là, nous avons une API qui est lancée. Tout est fonctionnel. Apparemment, on peut vérifier que tout fonctionne en reprenant les scripts avec toutes nos requêtes pour tester chacune des opérations. Et maintenant, eh bien, on va utiliser le modèle pour renvoyer et accéder aux opérations offertes par notre API. Vous voyez que tout semble être fonctionnel. On peut créer une pizza, on reçoit bien la pizza créée. Les données sont toujours sauvegardées dans un fichier JSON. Nous avons donc l'application qui fonctionnellement fait la même chose que précédemment, lorsque nous avions fait notre introduction au JSON. Mais le code est maintenant beaucoup plus optimisé.
on voit qu'on a un modèle qui reprend toutes les opérations. Il faudrait rajouter de la doc pour être un peu plus clair, mais disons que chaque fonction parle d'elle-même. Le nom donné est suffisant pour comprendre ce qu'on fait. On a des scripts qui ont chacun un rôle. Tout ce qui est là-dedans, c'est pour la couche de présentation, les routeurs. Tout ce qui est là-dedans, c'est pour offrir les opérations et les accès aux données. Le répertoire data, c'est là qu'on vient sauvegarder les données. Et puis, on a un répertoire utils qui fournit des fonctions utilitaires pour notamment la lecture et l'écriture de fichiers JSON. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo sur le refactoring. À bientôt!